Joyeuse fête de la Pâque à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Droit de réponse, votre programme dominical. Et comme toutes les semaines, ce dimanche, on va revenir sur les différents faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. On va notamment parler de la visite d'Atanganji en zone anglophone, du mécanisme de l'après-élection dans les sénatoriales 2018 et enfin de l'opération Épervier. Des sujets sur lesquels reviendront bien évidemment nos invités tout au long de cette émission. Vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure. Pour l'heure, je vous prie d'accueillir Donald Brice Kamgan de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Bonjour Donald et bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à nos panélistes dimanche, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Alors ce dimanche, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de revenir sur ces différents sujets. Vous allez notamment nous dire comment la presse les a traités tout au long de la semaine. Alors les derniers développements de la crise anglophone, l'opération Épervier et les élections sénatoriales du 25 mars prochain ont largement dominé les colonnes de la presse cette semaine. Dans son édition de mardi dernier, le quotidien de la Nouvelle Expression rapporte que les sécessionnistes se sont signalés dans la région de l'Ouest. Le journal s'appuie sur le récit d'un témoignage diffusé sur les réseaux sociaux, témoignage dans lequel une dame révèle que les activistes ont tiré plusieurs coups de fusil en l'air dans la localité de Fongo-Tongo, dans la Ménois, exigeant des populations de leur fournir des informations pour mieux faire face aux forces de sécurité. La menace est prise au sérieux en tout cas par les autorités de la région de l'Ouest qui est frontalière, le journal le rappelle, à la région du Sud-Ouest. Les populations en général, mais également les élèves en particulier, cette fois dans la région du Nord-Ouest. Et c'est toujours la Nouvelle Expression qui proposait jeudi le film d'une attaque des séparatistes contre le collège Saint-Bénédicte dans la région du Nord-Ouest, précisément dans le département de la Momo, avec pour finalité de prendre en otage des apprenants, écrit le journal, qui rappelle que Mantio BBC était dans le même temps devant le tribunal militaire jeudi dernier. La recherche de la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est une affaire de tous. Pointe Cameroun Tribune dans le quotidien gouvernemental qui rend compte de la tournée du ministre de l'administration territoriale. Paul Atanganji est allé faire comprendre aux acteurs sociopolitiques et économiques la nécessité de s'impliquer dans le processus de retour à la normale dans ces deux régions, écrit le journal La Rue de l'aéroport à Yaoundé. Les deux visites du ministre de l'administration territoriale ont été entrecoupées par les sénatoriales du 25 mars dernier. Le Social Democratic Front a créé la surprise dans la région du Nord-Ouest, pointe le Messager. Le journal s'appuie sur les statistiques recueillies au sortir des urnes pour dire que le parti de la balance aurait détrôné le RDPC dans sa région natale. Bien qu'ayant la majorité des conseillers municipaux dans cette région, le parti au pouvoir a été dévancé par le SIF. Un désaveu pour l'élite locale dans un contexte de la crise anglophone, explique le quotidien Mutation. Le RDPC, par contre, n'a pas été ébranlé dans le Grand Nord. L'œil du Sahel a publié les résultats issus du scrutin dans la Damawa, l'extrême nord et le nord, tout en précisant qu'il ne s'agit pas de résultats officiels. Le journal publie les chiffres qui laissent voir une très large avance du RDPC dans ces trois régions. C'est le même exercice qu'a proposé le journal Ouest Eco dans la région de l'Ouest, dans chacun des 8 départements que compte la région. Des sénateurs dont la légitimité est questionnable selon la Nouvelle Expression. Le journal décrypte la configuration du Sénat au lendemain de ce scrutin du 25 mars dernier. Un Sénat qui sera largement dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'opération Épervier a également dominé les colonnes de la presse cette semaine. Mutation relève qu'un prêtre est cité dans l'affaire Basile Atanganakuna. L'abbé Alain Kodo aurait aider l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie à quitter le Cameroun. Le vice-vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo à Yaoundé dans la région du centre a été entendu par la police à Yaoundé. Sur ces faits, la Nouvelle Expression estime que l'église catholique joue un trouble jeu. Le journal La Nouvelle Expression qui propose cette analyse en page 4 de son édition de jeudi dernier. Le journal Kalara, lui également, était en kiosque cette semaine sur la relance de l'opération Épervier. Le journal indique que c'est une fausse relance de cette opération. Le quotidien du monde juridico-judiciaire qui propose les méandres de ces différentes affaires qui sont devant le tribunal criminel spécial à Yaoundé. Il propose également les visages
de ceux qui sont inquiétés par l'opération Épervier. Ce sont les prisonniers du président, pointait en semaine le quotidien privé Le Jour qui dresse le portrait de Jean-William Solo, Basile Atanakuna, Bruno Bekolo Egbe, pour ne citer que cela. Ils sont cités dans plusieurs affaires qui sont pendantes devant les tribunaux au Cameroun. Voilà pour l'essentiel qui dira les sujets traités cette semaine par la presse. Je vous remercie, Donald. On va forcément vous retrouver la semaine prochaine. Ce sera forcément dans l'un de vos reportages à la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Merci à vous. Merci, Kate. Et on va poursuivre cette émission en vous présentant le panel qui a bien voulu répondre présent à ce jour de fête. On commence dans cet exercice par mon extrême gauche. Et là, on va accueillir le conseiller juridique du SDF. Il est également militant de ce parti. Il s'agit de maître Moustapha Ngwana qui on va souhaiter la bienvenue. Bonjour maître. Bonjour Kate, je vous remercie de m'inviter à votre émission. Donc j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation. On va à ma droite cette fois-là pour accueillir quelqu'un qui est désormais connu pour ses analyses pointues sur les différents sujets d'actualité du Cameroun. Il est analyste politique. Il refuse encore pour le moment la casquette de géostratège. Il s'agit de Joseph Léangoula qui on va souhaiter également la bienvenue. Bonjour. Bonjour Kate, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Equinox. Et je vous remercie de m'associer à cette réflexion du dimanche. Un journaliste également présent sur ce plateau, il est le directeur de publication du journal Ouest Echo. Il a également répondu présent à notre invitation. Bonjour à vous, Michel Eclador-Péquois. Bonjour Kate et bonjour à tous mes copanélistes. Et puis bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On espère bien qu'au terme de cet entretien, ils en retiendront beaucoup. Alors c'est justement la raison pour laquelle ils sont connectés tous les dimanches, la pertinence des argumentaires et des analyses sur ce plateau. Le quatrième invité, on est toujours en attente de son entrée dans ce studio, mais on va tout de même lancer les hostilités avec le premier sujet justement inscrit à l'ordre du jour. On parle de la méthode Atangadji à l'épreuve de la crise anglophone et il faut dire à ce sujet que la semaine a été marquée par la visite de ce ministre dans les deux zones en crise, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, lui qui avait dans un premier temps remis en question l'existence d'une crise ou d'un problème anglophone est désormais condamné à trouver les solutions de ce problème. Et on vous relance justement, vous suivez la question, Michel Eclador-Péquois, vous êtes journaliste et vous avez forcément suivi cette actualité, comme tous les journalistes d'ailleurs, pour le compte de votre journal. Quelle est la lecture que vous en faites? Disons qu'il peut y avoir plusieurs lectures. La première, c'est que une fois qu'il a été nommé ministre de l'administration territoriale, il était important qu'il puisse, dans le cadre de ses compétences, faire une descente sur le terrain pour apprécier les différentes, pour avoir un pool de la situation. Donc il était dans le nord-ouest, il était dans le sud-ouest, il a fait un passage par la région de l'ouest et au cours d'ailleurs de ce passage dans la région de l'ouest, il a rencontré les acteurs qui sont ceux qu'il devait rencontrer dans le sud-ouest et ceux qu'il avait rencontrés dans le nord-ouest, à savoir les autorités administratives, les chefs traditionnels. Et, bon, les syndicats de conducteurs de mototaxi. Tout à fait, ça c'est pour le sud-ouest. Oui, exactement. Parce que pour le cas de l'ouest, je ne voudrais pas passer sous silence la polémique qu'il y a eu avant de revenir dans le vif du sujet, parce que vous savez que lors de son passage à Bafoussam, il a fait signer une motion de soutien des chefs traditionnels de la région de l'Ouest en faveur de la réélection du président Paul Biya. Et puis cette motion de soutien a été immédiatement attaquée par d'autres chefs. C'est d'ailleurs un article que nous avons fait dans Ouest Echo cette année et cette semaine avec la dénonciation du chef supérieur Bamenjou, Sa Majesté Sokoundou, qui ne s'est pas reconnu dans ce qui s'est passé lors du séjour de M. Atangadji. Donc c'est un peu la dimension anecdotique de ce passage. Mais on reste quand même qu'en tant que ministre de l'administration territoriale, c'était important, surtout que lui, c'était un acteur du début de la crise. Vous avez si bien relevé, il a fait dans le verbatim qu'on prête aujourd'hui à M. Atangadji, il a dit des choses. Au début de la crise, il a dit il n'y a pas de problème anglophone. Exactement. Premier verbatim. Deuxième verbatim, il a aussi dit ceux qui s'agitent sont financés de l'extérieur. Donc voilà deux déclarations. Si l'une a été démentie par la suite, l'autre a quand même été confortée parce que quand on a vu les moyens que déployaient les activistes, on a bien compris qu'il y avait
une forte ingérence de l'extérieur. Donc voilà ce que je peux dire pour cette première phase. D'accord. Et on va à votre suite également quand même se tourner vers vous. Aussi, Joseph Liangoula, cette visite s'inscrit certes dans le cadre de la recherche effrénée de solutions de sortie de crise, puisqu'on est dans en plein cadre de la crise anglophone, mais d'aucuns estiment que c'est une visite qui peut montrer à suffisance le changement de stratégie du gouvernement, qui a compris à un moment donné que la réponse militaire n'était pas absolument ce qu'il fallait pour résoudre ce problème. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je ne pense pas qu'il y ait eu un véritable changement de stratégie du gouvernement. Je pense qu'on est dans la constance. Et c'est cette constance qui a poussé notamment, qui a enlisé la situation et provoqué la flambée de violence qu'on observe jusqu'ici. Ce que je voudrais ici soulever comme question fondamentale, c'est quel est au final le curseur ou l'orientation du curseur de l'action gouvernementale. S'agit-il d'agir pour satisfaire le chef, pour lui envoyer des signaux qu'on contrôle le terrain, ou au contraire, il faut agir pour effectivement satisfaire les populations, les citoyens et répondre aux besoins de changement et aux besoins d'apaisement exprimés par les populations dans ces régions. On a plutôt l'impression que le curseur qui a dominé ici est celui du chef de l'État. J'ai suivi d'ailleurs un politologue sur vos antennes affirmer que le président de la République serait satisfait de l'action d'Atangadi, qui a rencontré bien entendu les chefs traditionnels, les autorités administratives, mais il est passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les acteurs de la contestation anglophone, ceux qui au départ ont pris les rênes, les tribuns qui ont mené les populations à comprendre effectivement qu'il y avait ce problème de marginalisation, mais c'est aussi l'Église catholique qui sert d'intermédiaire aujourd'hui entre ces populations qui sont aujourd'hui réfugiées soit dans la forêt, soit du côté du Nigeria voisin et les autorités camerounaises. Ceux-là n'ont pas été associés à la discussion qu'a menée Atangadi sur le terrain. Donc ça montre clairement que le gouvernement est dans la constance et malheureusement, l'orientation de ce curseur toujours dirigé vers le pouvoir en place, vers le dirigeant, vers le chef d'État, est une mauvaise orientation parce que si on veut effectivement apaiser le problème anglophone, si on veut effectivement répondre aux désirata des citoyens, il faut agir et s'interroger notamment sur les attentes du peuple par rapport aux actions qu'on est en train de poser. Et à ce sujet, malheureusement, les déclarations d'Atangadi ont contribué davantage à envenimer la situation. Regardez un peu la flambée des violences qui a rythmé son passage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jamais il n'y avait eu de telles violences. Il y a eu des enlèvements cette semaine. Il y a eu une tentative, il y a eu un personnel de l'administration, notamment le délégué départemental des affaires sociales et des cadastres qui a été des cadastres et des affaires foncières qui a été tué. Il y a eu l'attaque portée contre le domicile du préfet de la Mémé. Il y a autant d'événements qui montrent que la descente d'Atangadi sur le terrain a davantage provoqué, radicalisé les personnes, entraîné une flambée de violence que d'apaiser. Donc on devrait s'interroger effectivement sur la méthode à adopter et peut-être engager de véritables réorientations stratégiques. Alors, question directe, est-ce que vous pensez qu'avec cette méthode, on pourra très vite, ou alors un tout petit peu plus tard, sortir de cette crise anglophone ? Actuellement, le profil déjà de l'individu qui a été envoyé sur le terrain pour apaiser est contesté. C'est l'une des figures les plus contestées d'abord de la région anglophone. Il y a une réelle crise de leadership dans cette zone. Les personnalités qui avaient été envoyées en amont et qui semblaient plus modérées, c'est-à-dire Philémon Yan, Peter Mafani, n'ont pas été écoutées, en commun à Atangadi. Donc on est clairement dans une démarche actuelle qui ne contribue qu'à radicaliser la situation et à envenimer, à raviver le mécontentement populaire. La seule démarche qu'il vaille aujourd'hui, c'est celle qui implique directement le chef de l'État. C'est un geste symbolique fort qui peut effectivement donner le sentiment que le chef de l'État accorde une attention singulière à ce problème anglophone, mais au-delà de l'implication directe du chef de l'État, il faut des intermédiaires qui puissent assurer la facilitation d'un véritable dialogue entre le chef de l'État et les acteurs modérés de la crise, mais aussi il faut négocier une trêve avec les sécessionnistes qui ne cessent aujourd'hui de perpétrer des attaques sur le théâtre dans les régions, dans les départements. Une option jusqu'ici non envisageable pour beaucoup. Pardon ? La négociation avec les milices, elle est jusqu'ici une option non envisageable pour beaucoup, parce qu'on estime que ce serait légitimer un tout petit peu ces gens qui sont dans une optique de guerre. Seulement, ça sert à quoi de ne dialoguer qu'avec ses amis lorsqu'il y a des groupuscules qui utilisent la violence comme moyen d'expression? Dans tous les conflits, lorsqu'on a voulu mettre fin à un conflit, on a dû dialoguer avec ceux qui tenaient les armes, au risque de les légitimer. C'est quand même un groupe aujourd'hui qui gagne en importance sur le terrain. Le discours sécessionniste aujourd'hui séduit de plus en plus des gens, les populations sont de plus en plus réceptives à ce discours. Le courant armé du mouvement également ne cesse de prendre de l'ampleur et de surfer sur le mécontentement populaire
populaire, de surfer sur le sentiment de revanche des populations pour recruter davantage et alimenter un cycle infernal de violence dans la région. Donc il faut bien les reconnaître comme des acteurs qui pèsent aujourd'hui dans le jeu sécuritaire qu'on observe dans les régions anglophones. Il faut les intégrer effectivement dans l'équation du dialogue. Si on les exclut, on ne contribuera qu'à enliser une situation qui aujourd'hui est dramatique. Très bien, je vous remercie vous également pour cette première prise de parole. Dites-nous, Maître Moustapha, on s'est également rendu compte au cours de cette semaine que lors de sa descente dans le sud-ouest notamment, le ministre de l'administration territoriale avait un discours bien façonné à la bouche. Il a dit parler au nom du président de la République qui demande dans un premier temps aux populations de collaborer. Alors, vu l'avancement de cette crise, vu la radicalisation qui est en train de gagner de plus en plus le terrain, est-ce que c'est une option qui peut encore être envisageable? Je voudrais commencer en évoquant un auteur qui disait la différence qu'il y a entre un homme politique et un homme d'État, c'est que le premier pense à la prochaine élection et le second pense aux futures générations. J'ai la faiblesse de penser que la décision qui a milité à la désignation de M. Atangandji est une décision qui est purement électoraliste. L'on sait, et on se souvient en 2013, qu'il est entré de manière triomphale à Bamenda sur un cheval et qu'il était prêt à tout pour que la victoire soit acquise au RDPC dans une région qui, par nature, lui est défavorable. J'ai envie de dire qu'il s'agit ici d'un pompier pyromane, parce que peut-être ce serait une redite au regard de ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Il fait partie de ceux qui ont envenimé la situation. Il me souvient l'avoir écouté dire que le chef de l'État avait tout donné aux anglophones, le directeur des douanes, le directeur du budget, et qu'il gérait des sommes astronomiques pour le compte de la République. Je doute fort que le casting ou que l'individu Atangandji puisse aujourd'hui être à même d'impulser un discours d'apaisement, d'impulser une dynamique qui amène le peuple des régions anglophones, nos frères des régions anglophones, à pouvoir se rasséréner et à croire que le Cameroun doit être ce qu'il est juste demeurer ce qu'il était. Et j'aimerais appeler l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'avoir à trouver une résolution au plus tôt. Parce que vous imaginez bien que le 1er octobre 2017 a été on ne peut plus trouble. Je pressens que si d'ici à la date du 1er octobre 2018, des solutions, j'appréhende cette date et je ne suis pas le seul à l'appréhender d'ailleurs. Si à cette date-là, des solutions claires, des propositions efficaces, efficientes ne sont pas prises, je doute fort que nous puissions maintenir cette paix que nous scandons depuis près de 35 ans comme étant le seul gage de réussite du régime qui est le nôtre. Et qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour résoudre rapidement cette crise? Voyez-vous, depuis le début de la crise, nous, au SIF, nous avons appelé au dialogue. Et on a parlé de dialogue inclusif. Dans un dialogue comme celui-ci, ce n'est pas un dialogue avec les chefs traditionnels, ce n'est pas un dialogue où on met en perspective les chefs traditionnels ou encore les élites qui sont rejetées dans la région en question. On ne peut pas prétendre faire du dialogue en ayant exclu les Abobala, qui étaient des personnes on ne peut plus apaiser au début de la crise. On ne peut pas prétendre qu'on veut dialoguer en embastillant M. Sekou, Ayoub Tabé et les autres sans qu'on ne puisse savoir ce de quoi il en retourne à ce jour. Il est important de mettre les pieds dans le plat. Que tout le monde, que toutes les personnes, même celles qui sont considérées comme étant belligérantes, qui envoient des messages incendiaires sur les réseaux sociaux, que ces personnes soient approchées. Le Cameroun n'est pas une exclusivité. Ailleurs, lorsqu'il y a des difficultés, on est parfois appelé, on parle souvent des questions de désarmement. On dialogue avec tout le monde, même ceux qui ont les armes. Rassurez-vous, ça n'a pas commencé par les armes. Ça n'a pas commencé par les armes. Et il y a eu au départ un refus brutal de pouvoir dialoguer. Okay. Et aujourd'hui, donc, ce sont les métastases de la situation qu'il faut malheureusement gérer. Mais il faut le dire, le médecin qui a été choisi n'est pas le bon. Il n'a pas non plus la bonne thérapie qui est mise sur lui. Il n'a pas non seulement la bonne thérapie, mais également il n'a pas
l'expertise qu'il faut, parce qu'il est vomi déjà par les populations. D'accord. Pourtant, on le présente quand même à Tanganji comme quelqu'un qui maîtrise parfaitement le système sécuritaire camerounais. D'ailleurs, il étale ses tentacules jusqu'au Nigeria voisin. C'est quelqu'un qui maîtrise forcément le domaine, comme on le disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, au cours de sa visite dans le sud-ouest, il y a un autre pan de son message qui a quand même semblé captiver beaucoup de personnes, même s'il a été tourné en dérision. C'est quand il a demandé, il dit, le président de la République, par sa voix à lui, demande aux personnes qui ont les armes de les déposer. Est-ce que cela va se faire aussi simplement, alors qu'on sait que ces personnes revendiquent des choses précises et qu'elles ne les ont même pas encore obtenues, du moins on n'en est même pas encore au tiers finalement de cette revendication-là. Pensez-vous aujourd'hui que le discours d'Atanganji est un discours dépassé ou alors un discours de façade? Moi, je crois qu'il y a un effet de langage. Quand il demande à ceux qui détiennent les armes de les déposer, il y a un effet de langage. Mais je voudrais prendre un peu le contre-pied de l'analyse de Joseph Léa. Parce que tout le monde est d'accord que M. Atanganji est quelqu'un d'extrêmement impopulaire dans la région anglophone. Je ne sais pas s'il y avait une échelle de valeur, peut-être qu'il serait la personne la plus vomie d'ailleurs parmi l'establishment anglophone. Mais on ne peut pas oublier aussi que ce monsieur a des qualités par rapport aux attentes de son patron qui est le chef de l'État. Qui est M. Atanganji? Il faut déjà le reconnaître. C'est quelqu'un d'extrêmement introduit dans le domaine sécuritaire. C'est quelqu'un qui a fait une allégeance presque irrationnelle vis-à-vis du chef de l'État. Et c'est quelqu'un qui, au début de la crise, a effectivement dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Mais ne l'oublions pas aussi, c'est quelqu'un qui est dans le terroir, qui connaît le terrain anglophone. C'est un sportif avéré, il joue beaucoup au tennis. Il ne fume pas, il ne boit pas, il est dehors. Comme il a enterré son père dernièrement encore. Vous êtes en train de dresser son profil. Son profil pour dire, tout à fait, pour expliquer que c'est un homme, si, comme l'a dit Joseph Léa, si les politiques modérés n'ont pas pu obtenir une solution, peut-être que dans l'agenda du chef de l'État, si la diplomatie ne marche pas, il faut faire intervenir l'armée. Et je voudrais quand même aussi relever qu'en ce moment-ci, les forces ambazoniennes, comme on le dit, plus ou moins battent de l'aile. Et la décapitation de la tête politique des sécessionnistes a fait virer le combat dans une espèce de banditisme, avec les enlèvements contre exigeants de rançon, etc. Si ce ne sont, on n'a plus affaire des politiques, on a affaire des bandits, j'ai l'impression que l'interlocuteur qui connaît le langage des bandits serait peut-être le plus approprié. Il me semble que le chef de l'État, ou bien le régime en ce moment, qui ne semble plus avoir des solutions, est dans une logique de pourrissement, en sachant que sur le terrain militaire, il sera toujours difficile pour les sécessionnistes d'avoir le dessus, quitte à ce qu'il y ait pourrissement. Et la confiance que M. Atanganji jouit auprès du chef de l'État lui permettra, il me semble qu'il va être un des déclics. Parce que son échec aussi sera la preuve patente qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Le moins lancé. Vous également, vous avez parlé de l'échec. Ça veut dire que vous n'avez pas tellement foi que ça en sa méthode. Non, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas foi en sa méthode. Je vais dire que c'est une des stratégies qui est le pendant d'une autre qui a échoué. Parce que les personnels modérés, comme Peter Mafani Msongue, comme Yann Philimon, comme tous ces leaders anglophones qui sont descendus sur le terrain, qui ont été reçus par des gens, qui ont reçu des promesses, et quand ces promesses n'ont pas été respectées, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'ancien Minat, qui était aussi, disons-le, quelqu'un d'un peu rond dans ses méthodes de fonctionnement, a été obligé de dissoudre une association avec laquelle il avait négocié notamment le consortium de Maître Mbala Congo. Voilà des personnages modérés. Mais avec la confusion du début, on n'avait pas le sentiment que Maître Congo Mbala était modéré. C'est quand il est entré en prison et quand ses positions ont été expressément exprimées, qu'on a compris que il fallait faire la différence parmi ceux qui revendiquent. Tous les anglophones qui revendiquent ne sont pas sécessionnistes. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il faut mettre le débat sur la table. Mais ceux qui ont pris les armes ne sont pas des personnes modérées. Et je ne vois pas une négociation ou bien une discussion possible avec ceux qui prennent des armes. Et si ce sont des bandits, il vaut mieux les faire traiter avec quelqu'un qui connaît les méthodes de bandits. Et à ce sens, M. Atanganji est à sa place. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Joseph Léa, Angoula, justement, vous avez la parole, que cette création de milices, vous en parliez au cours de cette semaine, 5 notamment, est-ce qu'elle n'est pas en quelque sorte la résultante de la façon à laquelle cette crise anglophone a été gérée? On entend par là la dissolution du consortium, l'arrestation de Sissiko Ayuk Tabé. Est-ce que tout cela ne découle pas
de ces échecs précédents? Effectivement, à l'ultra-militarisation de la région anglophone, on a assisté à une ultra-miliciarisation, c'est-à-dire un développement exponentiel de milices. On en est à 5 aujourd'hui, les groupes rebelles constitués qui opèrent dans la région, de l'Amazonia Defense Force à la Southern Cameroon Defense Force, en passant par l'armée de restauration de l'Amazonie, et puis des milliers, 6 groupes d'autodéfense qui également sont actifs et qui se présentent comme des unités de protection des populations. C'est la preuve, s'il en était besoin, que le tout sécuritaire, la démarche des sécurocrates aujourd'hui n'a pas marché et que la crise se joue sur un autre terrain, sur le terrain de la diplomatie. C'est le seul moyen aujourd'hui, si on veut apaiser les tensions. Il faut dialoguer. Lorsqu'on dit dialoguer, aujourd'hui, on a vu des théâtres d'opération dans lesquels les forces gouvernementales ont dialogué avec des assaillants. Au Niger, par exemple, ils ont lancé un programme de réinsertion et d'amnistie pour les membres enrôlés dans les groupes de Boko Haram. Ailleurs, on a vu de tels programmes également se mettre en place et qui ont contribué à endiguer la violence sur le terrain. Pourquoi au Cameroun ne pourrait pas en faire également avec les troupes sécessionnistes? Il existe aujourd'hui, si le Cameroun n'en a pas les moyens, il existe aujourd'hui des ONG internationales qui ont la capacité de mener ce qu'on appelle la diplomatie souterraine et la diplomatie parallèle, qui permet de rapprocher les parties extrêmement antagonistes et de discuter sur des sujets assez précis, comme celle par exemple du désarmement, comme celle de la trêve. C'est le cas de la Croix-Rouge, c'est le cas également de l'ONG catholique Saint-Égiodo qui mène des actions comme celle-là pour entraîner notamment une démobilisation des troupes et créer les conditions d'un dialogue sincère entre les gens. Si on continue dans un discours où on considère l'adversaire comme l'ennemi qu'il faut éradiquer, qu'il faut terrasser pour emprunter une expression chère à un géostratège qu'on appelle Clausewitz, on va effectivement pousser les gens à choisir entre la mort lente sur le terrain et donc ou encore la mort en prison. Ils n'auront pas d'autre choix que de s'engouffrer dans le combat frontal et d'éviter effectivement la voie diplomatique, éviter effectivement les autres modes d'action politique tels que la désobéissance civile auxquels étaient habitués par exemple les acteurs modérés de la crise anglophone. Donc il faut sortir du tout sécuritaire, il faut mettre sur le devant de la scène des personnes qui peuvent effectivement rapprocher les protagonistes de cette crise et permettre à tout le monde de participer à la discussion pour qu'on puisse effectivement sortir d'une passe sécuritaire. Est-ce encore possible au jour d'aujourd'hui? Parce qu'il faut préciser qu'au cours de la semaine, au cours des dernières semaines, on s'est rendu compte qu'il y a eu une certaine évolution, mieux une mutation dans la stratégie de ces groupes armés sur le terrain, elles qui étaient d'abord à l'affût des autorités administratives, puis plus tard finalement des agents de la sécurité, se sont tournés vers la population qui devient une proie facile. On a vu des élèves qui ont été attaqués, on a voulu enlever des élèves. Et tout à l'heure, pendant qu'on était en train de faire la revue de la presse, on a parlé également de ce village Fongo-Tongo dans lequel des messages quand même de menaces sont en train de passer. Comment comprendre ce changement de stratégie? Moi, personnellement, je pense qu'il s'agit exclusivement d'une démarche qui vise à trouver des poches de financement pour soutenir les activités. Et donc du banditisme. Parce que les enlèvements, on est toujours ici dans une logique de guérilla et dans une logique de rébellion. Parce qu'une rébellion naît et se développe et s'enlise grâce à ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Et l'économie de la guerre, c'est l'industrie des otages. L'économie de la guerre également, c'est la contrebande. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place et ça ne pourra contribuer qu'à endiguer, qu'à enliser ce conflit qui est en train de naître. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour casser ou bien pour couper l'herbe sur le pied des sécessionnistes, parce que les sécessionnistes, il faut le rappeler, agissent avec le soutien d'une partie de la population qui a décidé de prendre des armes pour mener le combat avec eux. Ce qu'il faut faire pour couper l'herbe sur leurs pieds dans un premier temps, c'est déjà de considérer les acteurs modérés comme des interlocuteurs crédibles. Parce que je le dis encore, il y en a qui aujourd'hui ont décidé de prendre les armes pour faire de la surenchère, parce qu'ils savent que ce discours de la violence pourrait être un moyen pour solliciter ou interpeller l'attention du gouvernement. Si jamais le gouvernement montre une véritable volonté de dialoguer, ça peut déjà affaiblir la base de soutien des séparatistes, etc. Mais cela ne suffit pas. Il faut multiplier une palette de mesures d'apaisement. La libération des personnes, des 500 personnes qui sont aujourd'hui, par exemple, emprisonnées dans les geôles de Yaoundé, de Bamenda, de Boya, il faut qu'ils soient libérés. Il faut par ailleurs qu'il y ait effectivement une démarche vis-à-vis de ces communautés réfugiées dans l'état de Taraba, de Cross River, de Benue ou encore de l'état d'Akwa dans le Nigeria. C'est des populations aujourd'hui qui... c'est à l'intérieur en tout cas de cette communauté de réfugiés que les groupes séparatistes parviennent à recruter un maximum de personnes en surfant à la fois sur la précarité dans laquelle ces communautés vivent et donc on peut les recruter en échange effectivement de rétribution, en échange de l'argent qui pourrait être par exemple récupéré dans le cadre
des rançons qui sont prélevées après les prises d'otages. On peut également les recruter sur la base de leur frustration, de leur sentiment de mécontentement. Donc il faut penser la crise de manière globale, interroger les racines profondes et apporter des réponses structurelles qui permettent notamment de contenir le mal et de ramener cette partie du territoire. Oui, Michel Éclador, oui, je voulais rebondir. Oui, je voulais rebondir là-dessus justement pour dire que si nous étudions l'évolution de cette crise dès le départ, effectivement, il y avait un modus vivendi sur le fait qu'il ne fallait pas s'attaquer aux personnes civiles parce que dans l'opinion, appelons ça ici, la révolution des sécessionnistes, ils recherchaient un soutien de l'opinion et s'attaquaient à des personnes précises, c'est-à-dire les forces armées et les autorités administratives et protégeaient les populations. Mais à partir du moment où on les a poussés à bout et qu'il faut vraiment entretenir une économie de la guerre, qu'il faut chercher l'argent par tous les moyens, et qu'on a commencé à prendre en otage les personnes civiles, les populations civiles, mais qui avaient un peu de l'argent, le courant de sympathie dans l'opinion est forcément en train de baisser. Et ça, c'est ce que je crois que c'est des stratégies également qui ont été mises en place par le gouvernement pour pousser les sécessionnistes à la marche de ce soutien populaire. Et ça, c'est un autre tournant dans cette crise-là. Donc, d'accord pour négocier, mais on ne va pas négocier avec des gens qui sont des sécessionnistes. Le Cameroun n'a pas l'apanage des pays qui veulent... Est-ce qu'il ne faut pas transcender tout ça? Sécessionniste, séparatiste, milice, c'est que des mots. Non, ce n'est pas que des mots. Je suis d'accord, parce que dès le départ, nous tous, la plupart des francophones, ont été trompés par, si vous voulez, par une vulgate gouvernementale qui présentait tous les anglophones qui protestent comme étant des sécessionnistes. Ce n'est pas vrai. Parmi les anglophones qui protestaient, ceux qui ont lancé le mouvement, il y a des modérés, il y a des gens qui se disent, ok, on a des difficultés, il faut qu'on mette ça sur la table. Or, on a voulu faire un amalgame dès le départ pour justifier le tout répressif, pour parler comme Joseph Lia. Malheureusement, plus la guerre dure, plus ça s'enlise, et que l'opinion comprend qu'il y a effectivement des difficultés, et certaines personnes ont un mal-vivre, c'est un mal-vivre historique, qui part depuis la décolonisation allemande sur le Cameroun après la Première Guerre mondiale et la séparation du Cameroun en Cameroun francophone et Cameroun anglophone. Il y a une volonté d'hégémonisation, il y a une hégémonisation et il y a une volonté d'absorption de la culture de cette partie du Cameroun. Okay. On a refusé de débattre et c'est devenu aujourd'hui un objet, si vous voulez, de revendication légitime pour certains, de chantage pour d'autres. Donc c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il faut poser véritablement le problème sur la table et éviter des amalgames. Mais pour ma part, et sur ce plan, moi je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y a pas de négociation possible avec ceux qui veulent la partition du Cameroun. Mais il faut identifier les personnes qui ont des problèmes, discuter avec eux en mettant a priori hors d'état de cause tous ceux qui veulent la partition du Cameroun. Alors, on peut apercevoir sur son siège Maître Moustapha. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense qu'il ne faut pas fermer la voie à la négociation. Et j'ai envie de prendre l'exemple des FARC. Parce que quand on parle aujourd'hui des Amazoniens, les Amazoniens ne représentent rien par rapport à la force armée révolutionnaire de Colombie. Aujourd'hui, on a pardonné à ces gens. Ils ont été amnistiés. Ils sont en train de revenir à la vie civile comme tout le monde. Or, ils ont commis plus d'affres dans leur pays que ce que les Amazoniens sont en train de faire au Cameroun. Vous ne pouvez pas, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui ont un mal-être que nous tous nous pouvons ressentir et qu'il a même également évoqué dans son discours. Nous ne pensons pas que la négociation voudrait dire la division du Cameroun, la partition du Cameroun. Loin s'en faut. Les gens, il y a des petites choses qui auraient pu être réglées dans ce pays et que la loi avait prévu. Imaginez-vous un peu c'est-à-dire qu'on eût mis sur pied la régionalisation qui était prévue en 1996. Vous imaginez que la crise anglophone, si jamais elle avait surgi, est-ce que ça aurait été avec la même ampleur? Il y a des solutions qui sont possibles. Et il faut qu'on ouvre la voie au dialogue. Je vous dis toujours, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est rébarbatif de revenir là-dessus, il faudrait que tout puisse se faire avant la date fatidique du 1er octobre. Je suis Camerounais. Je souhaite que ce pays reste un et indivisible. Mais la formation politique à laquelle j'appartiens propose une autre solution qui est la solution du fédéralisme. Et le fédéralisme marche partout. Quand vous arrivez sur tous les continents,
les premières puissances sont des puissances fédérales. Vous arrivez en Europe, l'Allemagne est fédérale, la Russie est fédérale. Vous arrivez en Afrique, le Nigeria, c'est fédéral. Dans le continent américain, le Canada, les États-Unis, est-ce que vous avez me dit qu'un New-Yorkais et un habitant de la Floride, ils ne sont pas américains? Non. Il faut rapprocher l'administration des populations. Il y a des véritables solutions qui peuvent être trouvées. L'État est un projet. L'État est un projet permanent. L'État est en perpétuelle mutation. Avant 1996, la décentralisation n'était pas affirmée. Nous l'avons affirmée parce que nous nous sommes rendus compte de ce que la démarche qui était celle de nos gouvernants n'était pas la bonne. On a proposé donc une solution, mais malheureusement les apparatchiks de Yaoundé ont estimé qu'il ne fallait pas lâcher du lest, qu'il ne fallait pas lâcher une partie du pouvoir et des avantages. Ça fait que 22 ans après, nous n'avons rien mis sur pied. La décentralisation a échoué. Donc quand on demande de négocier, la négociation ne voudrait pas dire qu'on puisse faire de la sécession. Il faut comprendre une chose. Moi je suis militant du SDF. Je n'aimerais pas demain me rendre dans la partie anglophone, qu'il me soit réclamé par exemple un passeport. C'est pas possible. Ou un visa, c'est pas possible. Vous comprenez? Et nos compatriotes de ce côté-là, ils ont la même envie de vivre avec nous. Il y a combien de millions d'anglophones dans la partie francophone? Ils sont plus nombreux ici que nous, de l'autre côté. On connaît justement les pôles, il y a Bonabéry. Bien sûr. Il faut le dire. Pour magnifier absolument la volonté de dialoguer, il faut dialoguer avec tout le monde. Et le dialogue ne voudrait pas dire ouvrir la voie à la sécession. C'est proposer d'autres solutions, parce que celles qui ont été mises en perspective jusqu'aujourd'hui ont échoué. Lorsqu'on vous dit décentralisation, il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Tout est décidé à partir de Yaoundé. Et même lorsque vous êtes un maire et que vous avez pris une décision, le sous-préfet ou le préfet ici, l'autorité de tutelle, une personne qui a été simplement nommée a plus de pouvoir que vous qui avez été élu. C'est la preuve de ce que ça ne marche pas. Alors avec ces gens-là, quand on va négocier, il y a des propositions concrètes qui peuvent être faites. Vous imaginez que si on avait par exemple un gouvernement régional dans la partie du sud-ouest, je vous assure, je lis un peu les chroniques du docteur Dieudonné Somba, et on aurait délocalisé le combat. Les autorités locales qui auraient eu la légitimité à travers les élections régionales, par exemple, se seraient battues contre les sécessionnistes et auraient demandé juste l'aide du pouvoir central pour que les choses puissent avancer. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on ne négociera pas avec les sécessionnistes. Parce que bon, aujourd'hui, j'entends, il y a une nouvelle appellation, puisque nous avons une loi que nous avons enjolivée pour les appeler terroristes. Ce sont nos compatriotes. Il y a un mieux vivre dont ils ont besoin et nous sommes obligés de le leur offrir. Et c'est également le rôle de l'État. Parce que l'État également, s'il faisait véritablement de la prospective, puisque aujourd'hui vous avez parlé de Tangandia. Tangandia a renforcé les questions de renseignement. Vous avez aujourd'hui les bulletins quotidiens, ça se fait deux fois par jour. Et quand on n'a pas besoin de synthèse, il faut que ce qui est fait dans tous les coins du Cameroun lui parvienne. Toutes ces solutions, c'est des solutions qui existaient déjà. Mais on a malheureusement un système dans lequel les gens on minimise les informations parfois qui sont portées, on minimise le ressenti des populations et on se dit qu'on est tellement puissant qu'on peut écraser tout le monde. Et c'est la voie de la force qui a été choisie qui malheureusement n'est pas en train de produire des résultats. Quelles pourraient être, Michel Eklador-Peukwa, les retombées de ces différentes actions sur les élections? C'est vrai qu'on est sorti des sénatoriales dimanche dernier. On a d'ailleurs vu ce qui s'est passé dans le nord-ouest, des zones qui ont dû être atteintes par voie d'hélicoptère, justement parce qu'on craignait pour la sécurité des grands électeurs. Alors, on a des élections qui vont se passer à la chaîne au cours de cette année. Il y a les législatives, il y a les présidentielles. Est-ce qu'avec une telle insécurité, une telle instabilité dans les deux régions, on pourra arriver au bout de ces élections sans problème? Je ne pense pas qu'on devrait pouvoir faire des élections normales dans certaines régions du Cameroun, notamment les régions où sévissent l'insécurité et puis du grand banditisme qui a été aujourd'hui les populations déplacées, etc. Et déjà on a vu avec une élection facile, parce que les sénatoriales sur le plan organisationnel, c'est quand même une élection facile, que des grands électeurs soient héliportés pour pouvoir exercer leur devoir pose un problème. Comment sera-t-il
avec des élections municipales qui est un suffrage universel comme l'élection présidentielle, ou dans les localités les plus reculées, on a des bureaux de vote. Comment ça va se passer? J'ai du mal à croire. J'ai quand même suivi le représentant de l'ECAM du Sud-Ouest qui disait que même les populations déplacées auront la possibilité d'exercer leur droit de vote à partir du Nigeria où ils sont, parce qu'ils devaient avoir des démembrements de l'ECAM parmi eux. Je me demande comment ce serait fait ça. Peut-être que là, il y a les spécialistes de la question qui vont nous renseigner. Des grands déplacements. Des grands déplacements avec des populations qui sont déplacées. Les urnes vont les poursuivre là-bas, là où ils sont. Je ne sais pas comment ça va se faire de façon matérielle. Donc, l'urgence c'est qu'il y ait une stabilisation sur ce territoire-là avant les élections. Dès le départ, il y avait deux options. Il y a l'option de la négociation, on en revient, et l'option militaire. Maintenant, l'option militaire, tout le monde est d'accord que ce n'est pas la voie la plus appropriée, même si aujourd'hui elle est légitimée par le glissement du politique vers le banditisme, ce qui justifie encore que l'État doit pouvoir sécuriser les personnes et les biens. Et il y a aussi le fait que s'il n'y a pas de négociation, on ne peut pas voir une paix, parce que après la guerre, quand même, on arrive toujours à s'entendre. On le voit avec les pays qui ont l'habitude. On revient autour d'une table pour discuter. Mais je le dis encore une fois, on n'en sort véritablement pas. Il y a 3 catégories d'interlocuteurs. 2 sont fréquentables et le 3e ne l'est pas. Il y a cette catégorique là-dessus. Il y a ceux qui sont pour la sécession, il y a ceux qui sont pour le fédéralisme, il y a ceux qui sont pour la décentralisation. Il faut discuter avec ce qui est discutable. L'idée de la partition du Cameroun est insupportable à beaucoup de nationalistes, beaucoup de patriotes de ce pays. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, la négociation doit s'ouvrir, doit se conduire avec les vrais interlocuteurs de la population, notamment parce que moi je crois qu'il y a même une démarche stratégique dans le fait que M. Atangandi n'ait pas rencontré les représentants des églises catholiques dans les régions anglophones. Justement, on lui reproche aussi d'avoir contourné des régions profondément touchées par la crise. Oui. On prend par exemple le cas de Kwakwa là-bas où il y a beaucoup de déplacés. Exactement. Est-ce que ce n'était pas fait exprès? Non, moi je crois qu'il est dans son registre, il joue sur son terrain, il joue dans son couloir. M. Atangandi, à la fin de son mandat, on aura une visibilité claire de la voie qu'il faut adopter pour sortir de la crise. À ce moment... À la fin de son mandat. À la fin de son mandat, évidemment, je crois qu'il a un mandat qui lui a été donné par le président de la République. Donc à la fin, on saura, parce que je suis convaincu qu'il a l'oreille du chef de l'État, et son échec pourra permettre d'envisager une alternative. D'accord, on rappelle, oui, Joseph Léa, je reviens à vous, juste pour rappeler à nos téléspectateurs qu'on a basculé dans le deuxième sujet. On est désormais en train de parler des mécanismes de la préélection, puisqu'on parle des sénatoriales 2018 qui se sont déroulées sur l'étendue du territoire. C'était dimanche, on a vu les grands électeurs se rendre dans les différents bureaux de vote, et cela sur l'étendue du territoire national, malgré quelques poches d'insécurité. Et c'est vrai qu'il y a même que dans son discours sur la question, le ministre Paul Atangandi a notamment fait part de ce que les élections dans l'ensemble se sont passées sans encombre, rien de mal qui n'a été signalé, mais on a pu remarquer un certain nombre de curiosités. Avec vous justement, Joseph Léa Ngoula, j'aimerais qu'on revienne sur l'une d'entre elles. On reste cette fois-là dans le nord-ouest. On n'a pas compris comment le nord-ouest, qui on sait était quand même une terre majoritairement qui appartenait au RDPC, comment cette région a fait pour basculer entre les mains du SDF. Que s'est-il passé? Comment comprendre ce revirement? Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que ce scrutin sénatorial avait valeur de test pour les régions anglophones. 2 indicateurs étaient particulièrement scrutés dans ces régions, pris dans le piège d'une guerre fratricide. Il y avait dans un premier temps le taux de participation à l'élection, et dans un deuxième temps l'évolution du rapport de force politique sur le terrain. En ce qui concerne le taux de participation à cette élection, on a observé notamment dans la région du Sud-Ouest qu'il était assez faible, contrairement à la région du Nord-Ouest où il y a eu seulement 2 conseillers municipaux absents. Dans la région du Sud-Ouest, on en a eu 153 conseillers municipaux, ce qui en fait beaucoup et qui se justifie probablement par les incidents enregistrés au jour du scrutin, notamment l'attaque du bureau de vote de Baghem ou encore l'attaque de la résidence du sous-préfet qui aurait peut-être dissuadé les électeurs ou les grands électeurs de se rendre dans les bureaux de vote. Dans la région du Nord-Ouest, il y a également une évolution nette du rapport de force politique. Le RDPC, le SDF, à la surprise générale,
a effectivement raflé la mise. Ce qu'on peut effectivement dire ici, c'est que cette évolution du rapport de force politique sur le terrain tient probablement à deux facteurs. Le premier, c'est que il y a, d'après ce que les conseillers municipaux disent, effectivement un vote sanction qui a été dirigé contre les sénateurs qu'on trouvait très peu actifs durant les années où ils ont effectivement siégé au niveau du Parlement. Et puis la deuxième raison, c'est sans doute la crise anglophone. Il y a eu des cartes individuelles qui se sont jouées ici. Il fallait tout naturellement que les conseillers municipaux, qui probablement aspirent à se faire élire pour les prochaines échéances électorales, puissent de nouveau conserver ou conforter leur position. Ils ont dû faire des choix rationnels, pragmatiques, et c'est ce qui pourrait expliquer par exemple le basculement du vote dans cette région. Alors ça signifie tout simplement que le RDPC a payé dans le nord-ouest le prix de sa position peut-être, ou alors de la position du gouvernement dans la crise anglophone. Effectivement, le RDPC a payé le prix de sa position, et si jamais aujourd'hui la situation sécuritaire n'est pas apaisée dans les régions anglophones, on risque d'assister à deux événements majeurs, soit un véritable basculement du vote aux prochaines échéances électorales, soit la victoire d'un parti, c'est-à-dire le parti de l'abstention. Donc voilà les deux schémas autour desquels aussi effectivement, ou bien les deux perspectives qu'on peut effectivement envisager pour ces régions anglophones si jamais la situation sécuritaire n'est pas régulée. Je vous propose qu'on sorte des régions anglophones, on laisse le nord-ouest et le sud-ouest là où ils se trouvent, et cette fois on va dans le sud. Et dans le sud justement, ce sera attendu à ce que le RDPC puisse faire un 100%. On rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs qui nous suivent depuis tout à l'heure que nous sommes toujours dans l'attente de notre quatrième invité qui est militant du RDPC justement. On espère qu'il viendra d'ici à là pour finalement donner la position de son parti politique dans ce sujet qui se veut quand même un sujet qui touche à beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors je parlais avant cette petite dérogation de la région du Sud, région dans laquelle on se sera attendu à un 100% de la part du RDPC. Sauf que non, on a eu quelques voix des partis de l'opposition qui ont grappillé, 1, 2, 3 voix. C'est vrai que ça peut être minable. Mais si dans le cas du Nord-Ouest, on parle de vote sanction en rapport avec la crise anglophone, comment comprendre cela dans le Sud? Dans le Sud, c'est probablement l'expression d'un mécontentement et d'une déception d'une population qui a placé beaucoup de confiance en leurs élites aujourd'hui. Donc il y a eu sans doute beaucoup d'attentes placées entre les mains des élites, et il y a eu également le sentiment de sécurité que la population au départ nourrit pour un gouvernement majoritairement aussi, il faut le rappeler, constitué des personnes originaires de cette région. Seulement la crise de l'élite qui traverse les régions anglophones, elle traverse également toutes les autres régions du pays aujourd'hui, parce que le mécontentement social est grandissant. La situation des populations ne cesse de se dégrader et il ne cesse de mettre pression sur les grands électeurs, les conseillers municipaux. Ils ne cessent d'exprimer ce grief, d'exprimer ce mécontentement, et les grands électeurs sont bien entendus à l'écoute de leur circonscription, de leur base, de leur constituency, comme disent les Anglais. Donc aujourd'hui, il y a une véritable pression populaire qui monte, qui est liée notamment au mécontentement et à la dégradation continue des standards de vie, et c'est ce qui justifie probablement la perte d'influence du RDPC sur le terrain. On assistera certainement à des mouvements encore plus grands, et je peux d'ailleurs vous le témoigner parce que dans le mouvement pour lequel je travaille, effectivement, il y a aussi cette grogne sociale qui ne cesse de monter, il y a ce besoin de changement et qui fait en sorte que la population semble aujourd'hui déterminée à s'engager dans un processus de renouvellement global de l'élite politique et de l'élite administrative. Ce mouvement qui s'est aussi négativement démarqué au cours de cette semaine, on reviendra sur cette actualité avec vous, le temps de vous relancer, Maître Moustapha. On se serait attendu quand même à ce qu'au cours de cette élection, on puisse assister à autre chose que l'obéissance des consignes de vote. Mais on a eu l'impression que chacun des candidats qui étaient appelés à mettre un bulletin dans l'urne, on allait le faire déjà en respect avec ce qui avait été dit à la base du parti, sans penser finalement à l'intérêt général. Est-ce que vous pensez que les grands électeurs camerounais, au jour d'aujourd'hui, sont suffisamment matures pour tenir une élection sénatoriale, ou alors ils sont ceux qui sont toujours sous le joug de, on l'a dit tout à l'heure, les consignes de vote, ou alors de l'appât du gain? Je suis conseiller municipal à Douala 5e, donc j'ai participé moi aussi à l'élection. Je crois que je l'ai fait de manière citoyenne, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a un parti politique qui recherche la majorité obèse par tous les moyens, qui s'est organisé à faire des charters, parce que je crois que les campagnes, à la veille du scrutin, la campagne électorale est déjà arrêtée. Lorsque vous vous arrangez
vous arrangez, même si vous avez avec vous des ministres ou je ne sais pas quoi de la République, à trouver un moyen de locomotion collectif à des gens que vous avez embrigadés pendant les jours avant l'élection, avec qui vous avez fait un sérieux matraquage, je vous le dis, c'est-à-dire que ça n'augure pas de bonnes choses. Vous avez tout à l'heure parlé du Nord-Ouest. Rappelez-vous également qu'en 2013, au Nord-Ouest, nous avions plus de conseillers municipaux que le RDPC, mais le RDPC était passé devant. Mais j'ai la faiblesse de penser que les populations de la région du Nord-Ouest, aujourd'hui, ont davantage grandi en maturité et elles vivent les difficultés dans leur chair. Donc il était tout à fait normal qu'elles prennent les décisions qui s'imposent. S'agissant toujours de ces élections sénatoriales, j'ai envie de dire qu'elles nous ont donné encore l'occasion de constater que l'immobilisme semble être la chose la mieux partagée par le gouvernement que nous avons en face. Je vais illustrer cela en me fondant sur deux dispositions du Code électoral, notamment les articles 222 et 242. Permettez-moi. L'article 222, lui, fixe le cap. Il vous dit le collège électoral, il est constitué des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. L'article 242, lui, vous dit que au moment, c'est-à-dire qu'en cas de mise en place du Sénat, avant la création des régions, les conseils municipaux seuls peuvent être appelés à voter. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans une élection dans laquelle on n'est plus en train de parler de la mise en place du Sénat, mais on est en train de parler du renouvellement. En réalité, si on avait un gouvernement qui faisait de la prospective, qui avait un sens de l'intérêt général, ce qu'on aurait dû faire au lendemain de la mise en place du Sénat en 2013, on aurait immédiatement créé les régions pour que nous ne puissions pas, aujourd'hui au moment du renouvellement, avoir un corps électoral amputé. Peut-être que vous allez me dire pourquoi est-ce que le SDF a décidé de participer. Vous savez, on nous a reproché pendant une certaine période la politique de la chaise vide. Et nous avons également nos engagements auprès de l'International socialiste qui font que nous acceptons de participer au processus en nous battant pour que les choses puissent s'améliorer. Donc la politique de la chaise vide n'avance personne. Mais vous comprenez que nous avons également, je fais partie de ceux-là qui ont engagé les procédures dans le cadre du contentieux qui vient de s'écouler. J'ai la faiblesse de penser que le Conseil constitutionnel a également raté une occasion, j'ai envie de le dire, de pouvoir se donner la possibilité d'avoir une véritable crédibilité mise en perspective. Parce que l'article 48 de la Constitution fait du Conseil constitutionnel le garant des élections, le garant de la régularité des élections. Même la loi de 2004 qui crée le Conseil constitutionnel, son article 3, alinéa 2, revient là-dessus. Lorsque vous avez un contentieux comme ceux que nous avons eu, qui, pour la première fois, il faut le dire, c'était historique, le Conseil constitutionnel a renvoyé une affaire sur plusieurs jours, ce qui n'était jamais arrivé parce que depuis 2011, je pratique le Conseil constitutionnel de manière habituelle. Le Conseil constitutionnel a donc un pouvoir d'investigation. Mais ce pouvoir d'investigation-là, il faut qu'il soit mis en perspective de manière totale, qui puisse nous aider, qui puisse aider à la construction de notre démocratie. Donc j'ai envie de dire qu'il y a eu des élections sénatoriales, mais des élections sénatoriales qui ont été faites dans un contexte d'illégitimité. Je suis conseiller municipal. En septembre, je serai en fin de mandat. Comment pouvez-vous expliquer que nous soyons véritablement des démocrates, ou bien que ceux qui nous dirigent soient véritablement des démocrates, et que je sois en train d'accorder à des individus un pouvoir, plus de pouvoir que moi-même je n'en ai. Parce qu'ils vont être sénateurs pendant près de 5 ans, pendant 5 ans, mais moi dans 4 mois, dans 4 ou 5 mois, mon mandat lui arrive à expiration. C'est pas sûr que vous serez reconduit. Non, oui, c'est sûr que je serai reconduit, donc c'est pas ça la question. C'est juste pour mettre en perspective le fait que nous avons à la tête de notre pays des hommes politiques et non des hommes d'État. C'est pourquoi j'ai commencé par une citation à l'orée de mon propos. Les gens gouvernent en passant à la prochaine élection. Ils ne gouvernent pas en pensant au Cameroun dans 50 ans. Ils font juste des slogans. Quand on vous dit 2035, ce sont des slogans parce que rien n'est mis en place pour qu'on puisse y parvenir. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Je voudrais revenir à la question que vous avez posée
Joseph Léa, pour comprendre le glissement électoral dans le nord-ouest et dans le sud. Déjà, je commence par le sud. Il faut le dire, hein, le sud n'est pas, si vous voulez, ce glacis homogène que les gens nous présentent. Dans l'extrême sud du Cameroun, notamment en Bas-Meki aussi, vous devez savoir qu'il y a un parti politique de l'opposition qui fait de très bons scores là-bas, qui s'appelle l'UDC, et qui d'ailleurs aurait dû, n'eût été l'implication de l'ancien gouverneur du Sud, qui avait transporté dans son véhicule le représentant régional de l'ECAM pour aller changer les résultats. L'UDC aurait la commune de Ambam et de Kiossi. Pour aller changer les résultats. Changer le terme poli. Pour revenir à ce qui s'est passé... On rappelle que vous êtes responsable de ce que vous dites. Bien entendu. D'accord. Pour revenir à ce qui s'est passé dans le nord-ouest, il y a, comme l'a dit Maître Moustapha, il y a eu un jeu de chaises musicales. En 2013, il y avait plus de conseils municipaux du SDF et c'est le RDPC qui a gagné. Cette fois-ci, il y a plus de conseils municipaux du RDPC, c'est le SDF qui gagne. Moi, je voulais dire, l'analyse que je fais en tant que journaliste, en tant qu'observateur, c'est que la crise anglophone, n'en déplaise à certains, a permis au SDF de se repositionner. Parce que avant ce déclenchement violent de la crise anglophone, beaucoup de personnes voyaient le SDF en train de s'effilocher véritablement. Mais la crise anglophone lui a permis lui a donné une nouvelle statue parce que l'engagement du SDF dans cette crise anglophone, de par ses convictions unionistes par rapport justement à ceux qui sont pour la sécession, a jeté un autre regard sur ce parti, de sorte que même les conseils municipaux du RDPC aujourd'hui ont compris qu'il était important pour l'unité du pays. Parce que ceux qui sont du RDPC, par essence, on peut supposer qu'ils sont contre la sécession, puisqu'on sait très bien qu'ils font allégeance au régime en place, mais que leur propre régime, voilà, dans leur régime est incapable de le faire, et celui qui est le plus apte, s'il y avait à choisir entre le RDPC et le SDF, qui peut mieux résoudre pacifiquement la crise anglophone? Les électeurs ont pensé que c'était le SDF dans le nord-ouest et ont voté en toutes conséquences. Ce qui est valable dans le nord-ouest et aussi dans la région de l'ouest où je travaille assez régulièrement, j'ai vu la côte du SDF notamment remonter de façon formidable avec les prises de position du président de ce parti par rapport à certaines situations qui étaient lorsque la crise anglophone se positionnait. Ça a été d'une façon de voir du pain béni pour le SDF qui a repris une statue d'un parti qui était un peu... Surtout dans les derniers mois. Voilà. Le parti a justement tiré parti énormément de cette crise anglophone pour se repositionner. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas avoir cette vision que j'ai envie de qualifier de minimaliste, parce qu'il ne faut pas oublier que le SDF sort d'un congrès, j'ai envie de dire un congrès historique, et un congrès au cours duquel nous venons d'administrer une leçon à toutes les autres forces politiques de notre pays. La leçon de l'alternance. La leçon de l'alternance. Mais il y a l'alternance. Et n'oubliez pas, je vous en prie, quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Quand vous parlez, je ne vous coupe pas, permettez-moi donc de chuter. Je disais donc, nous avons administré une leçon de démocratie en désignant pour une fois un candidat qui est entre les deux âges, que les jeunes et les anciens peuvent reconnaître, en qui les jeunes et les anciens peuvent se reconnaître. Nous avons donc aujourd'hui un nouveau candidat qui est également une des personnes en train d'impulser cette dynamique. Il ne faut pas laisser croire que nous serions des charognards qui tirons avantage de la crise anglophone. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons toujours été un parti républicain. Et vous le savez, vous qui êtes d'un certain âge, depuis 1992, s'il fallait la voie de la force, le SDF l'aurait choisi depuis belle lurette. Le SDF est un parti républicain. Il croit à un Cameroun, indivisible, mais un Cameroun fédéral. Très bien. Donc il faut qu'on le sache. Et la candidature de l'honorable Joshua aussi a consubstantiellement contribué à redorer le blason de notre parti. Je vous remercie. Le temps de la campagne viendra. Je vous remercie. J'aimerais que vous puissiez terminer justement votre analyse. Le congrès a eu lieu après que la crise se soit déclenchée.
Donc on ne peut pas dire que c'est la désignation par le SDF d'un candidat autre que le président de ce parti qui a permis que la cote du SDF remonte. D'accord. La campagne viendra. Vous parlez également des sénatoriales. On parlait des résultats des sénatoriales également. J'aimerais qu'on s'apesantisse un temps soit peu sur le cas ELECAM, parce que vous le savez bien, au cours de cette semaine également, on a été marqué par la sortie d'ELECAM qui a réussi l'exploit de se tromper sur les chiffres. Et une action qui fait quand même craindre à beaucoup de personnes le fait que l'ELECAM ne soit peut-être pas à la hauteur des élections à venir, les municipales, les législatives et les présidentielles qui, elles, sont des élections qui vont prendre en compte beaucoup plus d'électeurs. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage cet avis. Je crois que l'ELECAM, de par sa constitution, n'est pas un organe d'élection, un organe de régulation de l'élection qui convient à tous les acteurs, à tous les participants. Le mode de désignation de ces dirigeants a toujours été contesté aussi bien par des partis de l'opposition que même par des membres de la société civile. Donc on aurait souhaité que ce soit une commission électorale indépendante, véritablement indépendante, qui organise les élections et non ce qu'on voit avec l'ELECAM qui a de très graves lacunes. Donc, on est encore dans le processus des sénatoriales. Maître qui est très familier des lois devrait certainement nous rappeler qu'il y a 9 étapes entre la convocation du corps électoral et puis la session de plein droit qui va mettre fin à tout ce processus. On a déjà bouclé 6. Il reste la phase du Conseil constitutionnel. Il reste la phase de nomination des sénateurs nommés et puis on aura la session de plein droit qui interviendra vraisemblablement le 24 mai 2018. D'accord. Il faut également relancer dans cette émission le débat sur ce qui s'est passé. Et cette fois-là, on est à Yabassi. Joseph Liangoula, vous voyez de quoi nous sommes en train de parler. Maboula. On parle notamment du maire de Yabassi, Maboula Boya, qu'on connaît pour ses prises d'opposition, qui d'ailleurs a pu se retrouver dans cette coalition, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, que le mouvement NAO a pu former, du moins, est dans le mouvement NAO, la coalition que Maître Akeremouna a pu former avec les autres partis politiques. Mais on n'a pas compris, on n'a pas beaucoup compris comment ça s'est passé, ce qui a entraîné le fait que l'UFP se retrouve en train de voter majoritairement pour le RDPC, alors que si nos souvenirs sont bons, le mouvement NAO est un mouvement de l'opposition. Oui, le mouvement NAO est un mouvement de l'opposition. Que s'est-il passé avec cet autre parti? C'est un mouvement également qui tend la main à l'ensemble des acteurs progressistes qui veulent que les choses bougent dans le pays indépendamment de leurs obédiences politiques. Et à ce propos, j'ai suffisamment écouté l'intervention du maire de Yabassi qui se justifiait. Et il disait justement que Yabassi aurait fait le choix de l'efficacité. Ils auraient décidé de soutenir un candidat qui est au contact permanent avec les populations, qui connaît les problèmes qu'ils rencontrent indépendamment des candidats parachutés. Et donc c'est pour s'opposer à cette logique de parachutage, pour effectivement privilégier notamment des candidats qui peuvent relayer de façon plus efficace les desiderata des populations d'une CAM, que ces conseillers municipaux élus ont fait ce choix. Moi, je n'ai pas apprécié la démarche qu'il a fait, mais j'essaie en tout cas... Mais votre mouvement, quelle est la position du mouvement NAO vis-à-vis de cette attitude? J'essaie en tout cas de tirer les leçons en tout cas de sa démarche. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que notre pays est englué dans des impasses sécuritaires, impasses économiques. Il y a tellement de difficultés qui se présentent aujourd'hui et on devrait, dans notre démarche aujourd'hui, sortir des guéguerres partisanes. On doit tendre la main à tout le monde et surtout les acteurs progressistes, ceux qui veulent le changement dans le pays, quelles qu'en soient les formations politiques dans lesquelles ils se retrouvent. C'est le sens de l'action du mouvement NAO que d'agir avec l'ensemble des partis politiques. C'est le sens du mouvement NAO d'agir également avec ceux qui, au départ, ont milité dans le RDPC, qui veulent aujourd'hui changer de cap, qui veulent aujourd'hui un nouveau souffle pour le pays. Et je pense que c'est probablement dans cette démarche également que s'inscrit le choix d'Yabassi. Donc il s'agit moins d'un choix d'un parti que d'un individu qui porte des valeurs, qui porte un projet pour sa région et qui peut effectivement avoir plus d'impact qu'un acteur qui est parachuté. Cette position que vous êtes en train de défendre du mouvement NAO ne va-t-elle pas la pousser au suicide, ce mouvement? Je ne défends pas une position du mouvement NAO. J'essaie d'expliquer probablement les ressorts de l'action du maire d'Yabassi. Mais maintenant, j'en profite effectivement pour rappeler la démarche du mouvement NAO, qui est un mouvement, je le rappelle, transpartisan, qui dialogue avec tous les acteurs et qui aujourd'hui fédère quasiment une bonne partie même des acteurs du RDPC. Que ce soit les présidents de sous-section, que ce soit des acteurs de l'opposition qui ont milité au départ dans un certain nombre de formations et qui ont été déçus par les prestations de leurs leaders, par les compromis,
je vais dire comment, les casseroles que traînent parfois les leaders des partis dans lesquels ils ont milité. Aujourd'hui, le mouvement NAO incarne ce mouvement qui redonne l'envie aux Camerounais de se réengager dans la vie politique et d'œuvrer pour le changement indépendamment des chapelles et des casquettes politiques que les différents acteurs qui la composent peuvent avoir. Très bien, merci à vous pour ces explications qui nous permettent justement de nous tourner vers Maître Moustapha à présent. Maître, vous qui avez représenté votre parti politique, du moins vous faites partie des avocats qui ont défendu la position du parti au cours de la constitution des listes justement, mais j'aimerais qu'on quitte de ce pan pour parler d'autre chose. On sait que les élections ont eu lieu, les sénatoriales dimanche dernier, et que les résultats doivent être proclamés sous 15 jours. Mais seulement ça, c'est ce qu'on sait de façon générale. Qu'est-ce qu'on met dans ces 15 jours? Qu'est-ce qui se passe de dimanche dernier au 9 avril, la date présumée de la proclamation des résultats? Il y a dans l'intervalle un possible contentieux. Un petit contentieux qui doit être introduit dans un délai de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. Donc à compter de la clôture du scrutin, le scrutin en question va être purgé et donc dans la limite de 15 jours, effectivement, les résultats définitifs vont être mis à disposition. Mais je voudrais également à ce sujet relever une des incongruités de notre code électoral. Parce que, voyez-vous, on vous dit, je me rappelle en 2013, lorsque je participais au contentieux, on vous disait, le ministre de la Communication avait pris la parole pour interdire, même aux médias, de pouvoir évoquer les tendances. Parce qu'avant, il y avait les commissions départementales de supervision qui avaient la possibilité de pouvoir émettre les tendances, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec le code électoral. Mais on vous demande de pouvoir engager un contentieux et on vous dit que pour que votre recours soit recevable, au regard de l'article 49 de la loi de 2004 organisant le Conseil constitutionnel, il faut que vous puissiez déjà désigner la liste victorieuse ou bien les candidats qui auraient été élus. Ce qui, de mon point de vue, relève un peu de la magie. Donc, c'est entre autres choses qu'il faudrait à l'avenir pouvoir toiletter dans notre code électoral ou bien dans la loi de 2004 sur le Conseil constitutionnel, que les choses soient faites quand même avec une certaine coordination intellectuelle acceptable. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc dans la quinzaine, effectivement, le contentieux va avoir lieu, va être purgé. Et à ce que je sais, il y a deux recours. Il y a deux recours qui auraient été engagés. Bon, je crois que comme c'est très souvent la coutume, la plupart de ces recours vont être rejetés sur la forme, parce qu'il y a également ce problème-là qui se pose lors des différents contentieux, c'est que ceux qui initient les recours croient qu'il suffit de pouvoir lire la loi pour être à même de monter le recours. Loin s'en faut. Parce qu'il me souvient en 2013, même des avocats ayant une certaine expérience avaient vu l'intégralité de leur recours rejeté pour des questions de recevabilité. Parce que notre code électoral à lui seul n'est pas suffisant. Il faudrait en plus travailler avec la loi de 2004 sur le Conseil constitutionnel pour pouvoir engager un recours qui en vaille la peine ou bien un recours qui puisse être recevable. Peut-être que c'est pour notre gloriole. Lors du contentieux qu'il y a eu quelques jours, le seul recours qui était recevable, c'était celui du SDF. Vous voyez qu'on a rejeté tous les autres recours. Et je regrette et je puis vous garantir que les recours qui ont été engagés là vont également être rejetés sur la forme. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais c'est le cas. Vous voyez que c'est une analyse scientifique. C'est une analyse scientifique, c'est une audience qui ne fera pas 30 minutes, je peux vous le garantir dès à présent. D'accord. Et la dernière question sur cette thématique est pour vous, Michel Iclador, pourquoi un délai de 15 jours avant la proclamation des résultats, ce qui nous laisse quand même comprendre qu'ailleurs, les élections se tiennent et on a les résultats le jour même. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on commence à revoir également cet aspect de la loi des tests, 15 jours pour la lecture des résultats des sénatoriales, il n'en faut pas moins également pour la lecture, pour la proclamation des résultats et des municipales et des législatives et des présidentielles. Que faut-il faire justement pour que le temps qui existe entre la clôture du vote et la proclamation des résultats puisse être réduit?
Bon, déjà qu'il y a des lois qui datent d'une certaine époque, avec une certaine architecture, pour ne pas dire une technologie ancienne, notamment celle qui interdit la publication des tendances. Je crois qu'elle était très en vigueur lorsque les seuls médias qui avaient pignon sur rue, c'était la presse écrite qui est très facile par ailleurs à censurer. Aujourd'hui, c'est très difficile avec les réseaux sociaux d'empêcher la publication des décomptes qui ont été faits dans les bureaux de vote parce qu'il suffit juste d'un clic d'un appareil photo et puis c'est parti. Donc la loi doit s'adapter aujourd'hui à l'actualité. Et il me semble aujourd'hui que ce qui se fait ailleurs doit pouvoir être fait chez nous. On doit avoir des élections où il y a un délai d'attente, il n'y a pas un délai d'attente aussi long. 15 jours, il me semble, c'est beaucoup. C'est peut-être une façon de magnifier un pouvoir qui serait celui de l'autorité de la justice, parce que je refuse de parler du pouvoir de la justice, compte tenu des interférences assez graves qu'il y a aujourd'hui entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, et ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Donc, de mon point de vue, il y a une nécessité aujourd'hui à s'adapter et pour que cela soit très vite vidé. Le corps électoral a été convoqué depuis le 7 février et il faudrait plus de 2 mois et demi pour que cette affaire des sénatoriales soit réglée entre le moment de la convocation du collège électoral et puis la session de pleine loi, comme je le disais, qui va probablement se tenir au plus tard le 24 avril 2018. Ce qui nous permet donc justement d'aborder la dernière thématique de cette émission. Et cette fois-là, on parle de l'opération épervier entre justice et injustice. On se souvient justement sur cet aspect que la semaine qui s'achève aura été marquée par 2 actualités majeures. Le rôle trouble joué par l'Église catholique dans la fuite, on va le dire comme ça, la cabale de Basile Atanganakuna, mais également la sortie de l'honorable Nietzsche sur la crise anglophone. Et on reste avec vous sur cette thématique, Maître Moustapha. D'aucuns, puisque vous êtes avocat, on est justement dans votre champ d'action, d'aucuns estiment aujourd'hui que l'opération épervier n'a finalement de nom qu'une résolution de conflit ou alors l'occasion finalement pour la personne qui dirige cette opération de mettre de côté des potentiels adversaires. Est-ce qu'il s'agit d'une opération destinée finalement selon vous à nuire, comme l'a d'ailleurs dit l'honorable Nietzsche dans l'une de ses sorties? Je partage la tribune de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Il faut noter que nous sommes en année électorale et qu'il me semble que le pouvoir en perte de vitesse voudrait faire de la diversion. Parce qu'en réalité, si on voulait véritablement lutter contre la prévarication, contre le détournement des deniers publics, je crois que rendu à cette date, avec toutes les institutions qui ont été mises sur pied, la CONAC, la Cour des comptes, la NIF, le CONSUPÉ et tout le reste, je crois qu'on aurait déjà des résultats. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des cellules de lutte contre la corruption dans presque toutes les institutions de la République. Ceci dit, nous avons donc la faiblesse de penser que si on avait véritablement envie de lutter contre la corruption, on n'attendrait pas qu'un monsieur puisse à lui seul faire le même basse sur des sommes astronomiques qui nous donnent le tournis que nous n'osons même pas prononcer. On vous dit 80 milliards, on vous dit 100 milliards, on vous dit 200 milliards. Ce ne sont pas des choses qui se sont faites en une fois. C'est des choses qui ont été faites de manière progressive. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les conseils d'administration qui leur ont donné quitus sur de très longues périodes. Il ne faut pas également oublier qu'il y a la violation volontaire de la loi. Vous ne pouvez pas être directeur général d'une entreprise 9 années d'affilée. Ce n'est pas possible. Avant que la loi ne change, même déjà il y avait une ordonnance de 1995 qui régissait les entreprises publiques et parapubliques. Il y a une loi de 99/016 du 22 décembre 1999 qui également avait quand même encadré cette affaire. Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, un seul individu, il est là, il met 100 ans, il met 100 ans au même endroit, il crée ses réseaux, il vole à l'arigot. Du moment où sa tête plaît au prince, il n'y a pas de problème. Mais du jour au lendemain, parce que pour avoir eu l'occasion de plaider quelques dossiers au niveau du tribunal criminel spécial, vous avez parfois le sentiment qu'il y a des personnes contre lesquelles on vit un véritable acharnement. Des personnes, et si on voulait véritablement combattre,
il y a des personnes contre lesquelles il y a des publications, vous qui êtes patron de presse, il y a des publications qui sont faites sur l'enrichissement illicite, sur les biens que rien n'explique, sur les actes de corruption auxquels ils ont participé. Mais rien n'est fait pour pouvoir sortir le pays de l'ornière. Vous vous rappelez que le premier d'entre nous, à un moment donné, demandait où sont les preuves. Il demandait où sont les preuves. Donc il n'y a pas de véritable volonté. C'est un instrument, qui aujourd'hui il a des preuves. Je crois que j'ai envie de dire que c'est une justice à tête chercheuse. Il y a des gens à qui on pourrait reprocher beaucoup plus, mais qu'on trouve intouchable et rien n'explique cela. La loi elle doit être la même pour tout le monde. Donc l'opération telle qu'elle est menée aujourd'hui ne peut pas sortir le Cameroun de l'ornière. On a mené l'opération Épervier avec en toile de fond, on a même modifié la loi avec la possibilité pour certaines des personnes poursuivies de pouvoir rembourser et de pouvoir recouvrer la liberté. Mais il y en a même qui ont proposé de rembourser, mais qui ont proposé de rembourser, qui ont même amorcé le remboursement, mais qui sont restés... Le cas de Yves-Michel Fotso par exemple. Pour ne pas le nommer. Qui ont amorcé le remboursement, ça n'a rien donné. Or, si on voulait nous dire qu'on avait été lutter contre l'opération Épervier, monsieur, rapportez tout ce que vous avez pris. Et on sait, on connaît, ils ont certes des prête-noms et tout le reste, mais le peuple connaît, le peuple pour la plupart connaît quelles sont les richesses de ces gens. Il y a des journalistes ici là qu'on accuse d'avoir même été tués par certains, uniquement parce qu'ils ont fait des publications au cours desquelles ils ont révélé la densité de la richesse de certaines personnes. D'accord. Vous comprenez? Je vous remercie, maître. Et j'aimerais vous relancer également, vous, sur la question, Joseph Liangoula. Quel est le regard que vous portez sur l'opération Épervier? Est-ce que, comme Maître Moustapha, l'honorable Jean-Michel Nintieux et beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans l'opposition, vous pensez que c'est une opération à tête chercheuse ou alors, contrairement, il s'agit d'une opération qui a toute sa place et qui a jusqu'ici quand même apporté un certain nombre de résultats? On aurait tendance à dire cela eu égard au timing, où effectivement ces différentes personnes ont été interpellées. On est en pleine année électorale, pourtant ils ont eu effectivement tout ce temps pour ramasser des richesses importantes. Mais ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que c'est une bonne chose aujourd'hui de lutter contre les prévaricateurs de la fortune publique. C'est une bonne chose aujourd'hui de le faire également dans le respect de la présomption d'innocence. C'est une bonne chose aussi, et c'en est une autre, et qui est malheureusement sous-exploitée dans le cadre de ces opérations, d'exiger notamment le remboursement ou le retournement de cet argent qui a été détourné. Et ce qu'il faut peut-être éviter dans cette opération, et c'est pourquoi l'honorable Nietzsche a en partie raison sur certains points, c'est d'éviter d'en faire une opération, ou bien c'est d'éviter en tout cas d'instrumentaliser l'opération Épervier à des fins politiques. Et l'instrumentalisation peut prendre deux formes. Elle peut prendre la forme d'une opération d'épuration politique, parce que jusqu'aujourd'hui on se questionne, on s'interroge toujours pourquoi est-ce que quelqu'un comme Arafa Hamidou Yahya, dont la justice internationale, dont la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a considéré comme étant un prisonnier politique. On se demande toujours pour ce qu'il fait en prison aujourd'hui si sa culpabilité n'a pas été établie dans certaines affaires. Donc on est en droit de s'interroger effectivement sur les finalités politiques d'une telle opération. Le deuxième moyen d'en faire une instrumentalisation, c'est sans doute d'utiliser l'opération Épervier comme un moyen de se refaire une santé politique et de s'attribuer un certain nombre de qualités, d'attributs qu'on n'avait plus, par exemple, se positionner comme le champion de la lutte anticorruption pour effectivement tacler ou couper l'herbe sur le pied d'un autre candidat. Vous voyez, on est en pleine année électorale, il y a des acteurs de poids qui entrent dans l'arène politique. Il y en a qui sont reconnus pour leur engagement en faveur de la lutte contre la corruption. C'est pour ne pas le nommer le bâtonnier Kérémouna. Et peut-être la démarche du président de la République pourrait viser notamment à s'attribuer ce privilège, à s'attribuer ce titre, ces qualificatifs et à priver effectivement son candidat, son adversaire politique d'un tel attribut. Donc on peut donner toutes les formes de signification à cette opération. Ce qui est là, c'est que c'est une opération qui intervient en pleine année électorale et qui n'est donc pas dénouée en tout cas d'intention politique. Autre fait qui a été relevé dans l'actualité de la semaine, et vous n'allez pas me contredire sur le plateau, Michel Eclador, quoi, c'est l'entrée en scène de l'Église dans cette opération Épervier. Et là, on parle forcément de la fuite de Basile Atangana-Kuna, lui qui a quand même suscité beaucoup d'articles, beaucoup de reportages également, qui est finalement bien au chaud dans les géoles de la prison de Kondegui. Comment cela se fait que l'Église se retrouve mêlée à une pareille chose? Ben, disons que la collusion entre l'Église catholique qui est au Cameroun et les politiques ne date pas de l'affaire Atangana-Kuna.
Vous devez le voir depuis historiquement, avec l'excommunication du chef Foréké, qui était le président de l'UPC, Ndjoumessi Mathias. Quand il a commencé à afficher ses velléités indépendantistes, on l'a chassé de l'Église catholique et il a été obligé de choisir. Pareil avec l'affaire Monsoyen-Dormo, etc. Donc, depuis toujours, l'Église catholique a un problème avec le politique au Cameroun. Il y a toujours eu cette collision. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas nouveau, sauf que on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi flagrant, parce que la protection de M. l'abbé, l'abbé Albert Nkodo a été aujourd'hui, on a vu que ça commence à hiérarchiser, c'est très vite impliqué pour qu'il puisse être élargi pendant que celui qui était son complice a été ramené en prison, et on l'a vu sur les réseaux sociaux hier lors de la messe de samedi tout autour. Déjà, on aurait l'impression que c'était un meeting du RDPC, tant c'était des personnalités de premier plan qui étaient... De très chaud lapin voilà. Qui étaient installés. Donc, moi je crois que l'Église catholique doit faire son aggiornamento aujourd'hui au Cameroun et se positionner véritablement comme un instrument de lutte pour les couches défavorisées. Et ce n'est pas le cas parce que c'est un péché congénital que cette Église traîne avec ses émissions coupables depuis la décolonisation contre les nationalistes. Alors peut-être que Maître Moustapha pourra éclairer notre lanterne sur la question comment comprendre que l'abbé Albert Nkodo, qui est trempé jusqu'au cou dans cette affaire, puisse sortir aussi facilement. Parce que selon certains lanceurs d'alerte qui sont notamment reconnus pour leur incursion dans le monde de l'information, du moins de la politique camerounaise, surtout celle de Yaoundé, on sait quel est le rôle, du moins on a une idée du rôle qu'aurait joué Albert, notamment dans la recherche des hommes en tenue vers qui on a donné de l'argent afin qu'ils puissent permettre la sortie de Basile Tanganakuna du territoire. Mais comment comprendre que malgré cela, ils puissent être libres aujourd'hui? Mais vous savez, j'ai envie de dire que c'est la question de la toute-puissance. J'ai envie de dire que c'est la question de la toute-puissance de l'Église catholique. Et je veux également dire qu'il s'agit d'un homme qui réussit, comme ses lointains devanciers, à salir la cause de l'Église. Si je veux faire un retour très lointain, n'oubliez pas que même la traite négrière a été inspirée par l'Église catholique. La traite négrière a été inspirée par le père Bartholomé de las Casas. Parce que les Indiens refusaient de pouvoir travailler. Les Indiens d'Amérique, ils ont proposé qu'on vienne chercher les nègres. Ne faut pas oublier, ils ont un lourd contentieux, un lourd passif avec nous. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais seulement il faudrait prendre les choses pour ce qu'elles sont. Un individu a commis une faute et il appartient à l'Église plutôt que d'essayer de le protéger, de l'amener à pouvoir être jugé pour les actes qu'il a posés, pour que l'image de l'Église reste sauve. C'est ce que je peux dire sur la question. Et c'est avec ces derniers mots qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Droit de Réponse. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés connectés tout le long. On va se retrouver dimanche prochain à la même heure, s'il plaît à Dieu.